Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Je vois que vous êtes en forme, super. Et bienvenue dans ce superbe auditorium de la Cité des Sciences et de l'Industrie. La rencontre à laquelle vous assistez aujourd'hui a été organisée dans le cadre de la Semaine de l'Industrie. Les échanges entre les jeunes et les professionnels aujourd'hui, c'est très précieux et cette semaine est là pour ça, pour développer et encourager ces échanges. En ouverture, nous allons avoir quelques mots d'une grande personnalité de l'industrie française qui a œuvré toute sa vie avec une intelligence et une humanité rares. Avant tout cela, je laisse la parole à monsieur Vincent Mousseau, qui est directeur de la Cité des métiers de Paris. Bonjour Vincent. Bonjour à tous. Donc, au nom du président Bruno Macquart, je vous souhaite la bienvenue à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Effectivement, je dirige la Cité des métiers de Paris, qui est à l'étage juste en dessous. Tous autant que vous êtes, sans doute aujourd'hui, vous allez découvrir des choses intéressantes. Peut-être que certains ne seront pas complètement conquis par l'industrie. Je pense, enfin j'espère que la majorité le sera. Si jamais ce n'était pas le cas, la Cité des métiers, elle sert à quoi? Elle sert à chacun à trouver le moyen de franchir l'échelon suivant. Que ce soit sur un pôle conseil, choisir son orientation, créer son activité ou trouver un emploi. Elle est ouverte en permanence du mardi au samedi et elle accueille tout un chacun de manière libre, anonyme et gratuite pour travailler son projet professionnel. Je vous ai laissé quelques petits programmes sur la table d'accueil. Je vous encourage à les prendre. Si ce n'est pas pour demain, ça peut être pour après-demain, voire dans 10 ans, voire dans 15 ans, on sera encore ouvert. Et au vu de la durée de la vie professionnelle, on peut avoir régulièrement besoin de ce genre de ressources. Je vous souhaite une très très bonne séance. Monsieur Gallois, Monsieur le Président, je vais vous céder la parole. Bien, bonjour à toutes et à tous. Il y a des garçons et des filles, c'est bien. On a besoin des deux dans l'industrie. Bon, je me présente d'abord. Je suis Louis Gallois. Je suis actuellement président du conseil de surveillance de Peugeot Citroën, qui est une grande entreprise industrielle. Alors, président du conseil de surveillance, ça ne veut pas dire que je suis actif, parce que maintenant je suis en atterrissage vers une retraite complète. Mais ça veut dire que je préside ce qu'on appelle le conseil d'administration de l'entreprise, qui surveille, conseille et supporte, soutient la direction de l'entreprise. Voilà, j'ai fait une carrière industrielle puisque j'ai été chez Snecma, chez Airbus, à la SNCF et maintenant donc dans l'automobile chez PSA. Alors, l'objet de... Alors, on a créé avec quelques-uns, dont Thierry Veil, qui est le délégué général, un laboratoire pour réfléchir aux problèmes de l'industrie qui s'appelle la Fabrique de l'Industrie. Et c'est dans ce cadre que nous faisons, on le dit franchement, nous disons on a besoin d'une industrie en France. On a besoin d'une industrie en France et l'objectif pour nous aujourd'hui, c'est de vous convaincre que c'est passionnant de travailler dans l'industrie. Dans l'industrie, on peut faire tous les métiers. On peut faire de la recherche, on peut faire de la fabrication, on peut faire de la finance, on peut faire des ressources humaines, on peut faire évidemment du commerce. Et ça, on le fait non seulement en France, mais on le fait dans le monde entier. Parce que toutes les industries sont complètement mondialisées. Donc, ce sont des métiers que l'on peut faire partout et on peut faire pratiquement tous les métiers dans l'industrie. Alors l'industrie, elle a mauvaise réputation parce qu'on a l'impression que c'est sale, on a l'impression qu'on y travaille beaucoup. C'est vrai qu'on y travaille pas mal, c'est vrai. Et on a l'impression aussi que parfois c'est instable parce qu'il y a des entreprises qui ferment et d'autres qui ouvrent. Et c'est vrai qu'il y a une certaine instabilité, mais maintenant tout le monde, tous les métiers vont être renouvelés constamment. Le numérique est en train de renouveler tous les métiers. Donc il faut se préparer à pouvoir changer d'emploi tout au long de sa vie. On ne va pas rester dans la même entreprise tout le temps. Et l'industrie ne sera pas différente des autres. Mais ce qui est passionnant dans l'industrie, c'est qu'on voit le résultat de ce que l'on fait. Nous, quand on sort une bagnole,
eh bien, on est fier de la voiture qu'on a sortie. Et je peux vous dire qu'ensuite, si on la vend, c'est encore mieux, surtout si on gagne de l'argent en la vendant. Voilà ce qu'on va essayer de vous dire aujourd'hui, concrètement ce que c'est que l'industrie. Je suis heureux que les 3 personnes choisies le soient d'industrie qui marchent très bien. Vous allez voir ce que c'est que les carnets de commandes de Snecma et d'Airbus. Snecma, c'est Safran. Snecma, Safran. Et L'Oréal, qui est le leader mondial des cosmétiques, est une entreprise absolument magnifique, un fleuron de l'industrie française, dont nous sommes tous évidemment extrêmement fiers. Voilà, alors je vais vous laisser la parole, à vous les praticiens, et puis on va, je suis sûr, avoir une matinée passionnante. Un mot sur la Cité des Sciences. Moi, c'est un endroit que j'aime énormément. Ça vaut le coup de se promener dans la Cité des Sciences. Ça vaut le coup d'aller au contact des différentes expositions, même si un incendie récent a bloqué une partie de la Cité des Sciences. Il y a énormément de choses à voir qui sont intéressantes et qui sont présentées de manière extraordinairement attractive. Donc je vous conseille de faire un tour dans la Cité après cette réunion. Voilà, bonne matinée. Eh bien donc nous allons commencer cette table ronde organisée par Universcience et la Fabrique de l'Industrie, coordonnée grâce à Universcience Partenaires et la Cité des Métiers. Le thème du jour donc, les nouveaux métiers et les opportunités que l'industrie propose aux jeunes. En compagnie de nos 3 intervenants, nous allons vous donner une vision réaliste, pragmatique, mais aussi surprenante de l'industrie d'aujourd'hui. Oubliez les anciennes représentations, mettons l'actualité entre parenthèses. Depuis 20 ans, dans les ateliers de production, dans les bureaux d'études et dans les services marketing, les choses ont considérablement changé. Le digital s'installe au cœur de l'organisation. La robotisation et la réalité augmentée optimisent le potentiel des collaborateurs. La responsabilité sociétale et environnementale renouvelle les fondamentaux du vivre ensemble au travail. Bref, on n'est pas dans le monde des bisounours, mais les nouvelles perspectives qui s'ouvrent sont riches en opportunités. L'industrie a besoin des jeunes, comme le disait M. Gallois à l'instant. Elle a de quoi les séduire et les motiver grâce à sa récente transformation. Alors dans la salle, merci d'être là. Vous êtes nombreux à avoir répondu à l'appel pour venir assister à cette table ronde. On a voulu cette table ronde justement très ouverte, très spontanée. Si vous avez des questions, si vous avez envie d'intervenir, levez la main. On vous donnera un micro pour dialoguer avec le plateau, et puis également connectés avec nous depuis les régions de France. Une quinzaine d'établissements nous suivent en streaming live. Bonjour chez vous, d'ailleurs, qui nous suivez. Vous aussi, vous pourrez intervenir tout au long de cette table ronde en envoyant vos questions sur le chat à Audrey, qui s'occupe de la relation Internet. Je reviendrai en fin de table ronde sur tous les partenaires qui nous ont permis d'organiser ce colloque. En fond de salle, l'excellent Malek est aux commandes de la régie avec son équipe et à ses côtés, Thibault. Alors, je rejoins les invités du plateau, des invités de qualité qui nous apportent leur expérience terrain. Marine Brochard, bonjour. Vous travaillez chez Safran Snecma. Safran, la maison mère, est un groupe, on va peut-être pouvoir défiler les photos. Safran, la maison mère, donc, est un groupe international de haute technologie, équipementier de premier rang mondial ou européen dans les domaines de l'aéronautique, de l'espace, de la défense et de la sécurité, implanté sur tous les continents, 70 000 personnes pour un chiffre d'affaires de 17 milliards d'euros en 2015. La division Snecma, donc, où vous travaillez, conçoit, développe, produit et commercialise, seul ou en coopération, des moteurs pour avions civils et militaires, pour lanceurs spatiaux et pour satellites. Au passage, je rappelle le 71e lancement d'Ariane 5, réussi à la suite, ce qui est une prouesse vraiment exceptionnelle. C'était la semaine dernière. Et dans ce groupe Snecma, vous êtes ingénieur depuis 6 mois. Après un bon parcours en apprentissage, vous intervenez sur une forge qui tient une place centrale dans la fabrication des pièces de moteurs d'avion,
Outillage de haute technologie, travail en équipe, suivi qualité permanent. Vous allez nous raconter votre intégration et votre quotidien sur le site. Sonia Dumas, bonjour. On reste dans l'aéronautique avec Airbus, qui produit la famille d'avions la plus moderne et la plus complète du marché, pour laquelle la société assure des services de support du plus haut niveau. Les centres de production répartis dans le monde entier servent de référence à l'ensemble de l'industrie en termes de qualité et d'efficience. Les employés maintiennent l'esprit pionnier grâce auquel Airbus a été propulsé au rang de leader de l'aviation. Dans ce groupe, vous êtes directrice de l'emploi et de la formation, après un parcours professionnel atypique et riche, et vous allez nous étonner avec des méthodes de travail futuristes dans les ateliers et dans votre service, une gestion RH ultra pointue. On imagine bien. Stéphane Joly, bonjour. Alors vous allez nous emmener dans les coulisses du leader mondial de l'industrie cosmétique. Depuis plus d'un siècle, L'Oréal consacre son énergie et ses compétences à un seul et unique métier, la beauté. Le groupe met son expertise au service des femmes et des hommes du monde entier pour répondre à leur désir de beauté dans toute leur diversité. Cette mission est menée avec éthique et responsabilité. Nous connaissons tous l'univers glamour de la marque qui fait briller les stars sous les sunlights et les jolies passantes dans les rues. Mais ce qu'on n'imagine pas du tout, c'est la formidable logistique industrielle qui alimente en permanence la distribution. Justement, c'est votre partie, puisque vous êtes directeur technique Europe chez L'Oréal et vous allez nous expliquer très simplement comment on fabrique 1,8 milliard de produits par an dans des unités à haute performance. Voilà, moi je suis Jacques Paris et je suis très heureux d'animer cette table ronde. Tout de suite, on commence avec vous, Marine, en évoquant ce qui peut vous arriver à chacun d'entre vous, on vous le souhaite. On fait un stage, derrière on enchaîne avec de l'apprentissage, et puis un jour on se retrouve en CDI chez Safran. Alors Marine, racontez-nous un peu cette belle histoire ordinaire. Donc bonjour à tous déjà. Donc je vais vous raconter un peu mon parcours. Donc j'ai fait un bac S option sciences de l'ingénieur. Et ensuite, j'ai décidé, parce que je ne me sentais pas de faire des études en initiale, de longues études en initiale, de faire mes études en alternance. Donc, je me suis orientée vers un BTS assistante technique d'ingénieur avec la FORP. Ensuite, j'ai fait un apprentissage de 2 ans chez Cofeli, donc le groupe GDF Suez. Et ensuite, j'ai continué mes études en faisant une école d'ingénieur en apprentissage toujours. Donc c'est le CESI à Nanterre. C'est une école généraliste. Donc vous choisissez un peu votre parcours, vos matières, surtout pour la dernière année. Donc c'était une école en apprentissage. Donc j'ai fait mon apprentissage chez Snecma. En tant qu'assistante qualité de production en forge pendant cette école. Et ensuite, j'ai décidé de continuer avec un master qualité, sécurité et environnement, toujours en apprentissage et chez Snecma. Je suis partie de la forge et j'ai été en fonderie pour voir comment ça se passait dans ce service, cette unité de fonderie. Et ensuite, mes responsables étaient contents de ce que j'ai fait, du résultat de mes missions. Et ils m'ont fait confiance et ils m'ont accordé un CDI. Donc maintenant, je suis en maintenance forge. Donc mon rôle, c'est de coordonner tout ce qui est, toutes les activités entre la maintenance et la production. Donc la maintenance doit, prendre en compte, voilà, tenir compte. Ouais, tenir compte de l'état des moyens, intervenir sur ces moyens. Nous devons planifier des interventions de maintenance pour garder les moyens et tenir les taux de disponibilité que la production nous impose. Donc, j'ai plusieurs missions, donc planifier ces interventions de maintenance, planifier les contrôles des fours
que la qualité nous impose. On ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas mettre des pièces dans des fours n'importe comment. Donc on a des règles de qualité à respecter. Ensuite, j'ai d'autres missions. Donc c'est définir avec la production le taux de disponibilité des moyens que nous devons tenir. Par exemple, certains moyens doivent avoir un taux de disponibilité, par exemple, de 98%. D'autres doivent avoir un taux de dispo inférieur, puisqu'ils sont plus ou moins vitaux. D'autres missions que j'ai, c'est gérer, par exemple, au quotidien, le portefeuille de panne. Donc, c'est au jour le jour, on regarde toutes les pannes qu'il y a, on les suit, pour pouvoir ensuite donner à la production toutes les informations nécessaires et les tenir au courant sur le délai de rendu du moyen. Donc aujourd'hui, SNECMA a développé un nouveau moteur qui s'appelle le LIP. Donc on est en train d'industrialiser les pièces. Et ce LIP va équiper l'A320 Neo et les 737 MAX. Donc aujourd'hui, SNECMA a, comme le disait tout à l'heure M. Gallois, un carnet de commandes qui n'en finit plus avec ce nouveau moteur. Je crois que SNECMA, c'est le leader un peu sur certains modèles de moteurs. C'est les références du marché, quoi, en fait, hein. Oui, oui. À chaque fois qu'il y a une sortie, c'est très attendu. Et puis, c'est des moteurs qui vont équiper vraiment une grande partie de la flotte. Vous êtes beaucoup autour de la qualité. Peut-être j'ai retenu ce que vous avez dit. Vous avez décidé à un moment de faire un master qualité. Est-ce que ça vous a aidé par rapport à ce que vous aviez appris avant et de ce que vous aviez déjà expérimenté en atelier? Est-ce que ça a conforté les équipes de SNECMA de vous dire, tiens, c'est un poste, voilà, on a un poste pour vous, parce que cette notion de qualité aujourd'hui elle est primordiale et beaucoup de vos missions tournent autour de ça. Ça a été un peu décisif peut-être ce master ou... Je pense que c'est un plus, le fait d'avoir des notions de qualité, l'ISO 9001 et aussi au niveau de la sécurité, parce qu'aujourd'hui la sécurité dans l'industrie c'est très important. Bien sûr. Donc avoir des notions de qualité et de sécurité, je pense que ça a été un plus, oui, sur mon CV. Très bien. On va peut-être ouvrir un petit peu le champ. On va rebondir sur les moteurs, puisque c'est directement lié. Enfin, sur les moteurs. On va prendre ce petit lien du moteur. On en a vu là, c'est presque des œuvres d'art. Avec vous, Sonia Dumas, donc vous êtes responsable de l'emploi chez Airbus. Peut-être comment vous accueillez les jeunes justement chez vous. Est-ce qu'il y a un système de parrainage? Racontez-nous un petit peu, vous, comment vous percevez l'arrivée des jeunes au sein d'un grand groupe tel qu'Airbus. Alors, on a une politique jeune, effectivement, qui est très dynamique, puisqu'on a besoin de préparer les compétences de demain. Donc, on a besoin d'intégrer des jeunes dans l'industrie et dans l'aéronautique plus particulièrement. Donc, c'est pour ça que, malgré une stabilisation des effectifs sur les 2 dernières années, parce qu'il faut savoir que Airbus compte 25 000 personnes en France, Airbus au niveau Europe, au niveau mondial même, compte 55 000 personnes. Donc dernièrement, depuis 2009, on a embauché 14 000 personnes. Donc c'est pas mal. Donc il faut le temps d'absorber un petit peu tous ces nouveaux arrivants chez Airbus. Mais malgré ça, on continue à investir beaucoup dans notre politique de formation. Donc comment ça se matérialise? On reçoit à peu près 1600 stagiaires par an sur nos différents sites. Donc, on a notre site principal qui est basé à Toulouse, donc pour l'assemblage final des avions. Mais on a des sites également de production en France, à Nantes et à Saint-Nazaire. Donc, c'est sur l'ensemble du territoire qu'on accueille tous ces jeunes. Et on a un focus très particulier vers l'alternance et l'apprentissage en particulier, puisque c'est à peu près 750 alternants qui sont dans nos usines chaque année. Donc, c'est un fort investissement. Après ça, on a une politique aussi, on raisonne Airbus, certes, mais on raisonne aussi entreprise étendue, parce qu'on a besoin que nos fournisseurs et que toute la filière aéronautique se porte bien. On a, comme vous le disiez très justement, un carnet de commandes qui est très riche.
On a 10 ans d'avions à produire devant nous aujourd'hui. Donc, quand on a des craintes vis-à-vis de l'industrie, en se disant c'est une industrie qui est pas forcément sûre, il y a des licenciements dont on parlait. Voilà. Nous, on a embauché 14 000 personnes depuis 2009. On a un carnet de commandes de 10 ans devant nous. On va bien globalement. Et ça fait plaisir de le dire, ça fait plaisir de... il ne faut pas avoir honte de ça, au contraire, on est une industrie en pleine croissance. Donc on raisonne entreprise étendue, c'est-à-dire que tous nos alternants, à la fin de leur alternance, on va les mettre aussi en relation avec nos partenaires, nos fournisseurs, donc de rang 1 ou de rang 2, qui travaillent dans la filière aéronautique. C'est-à-dire que nous, on a investi aussi auprès de ces jeunes. Ils ont passé 1 an, 2 ans ou 3 ans avec nos équipes. Donc, on va les mettre en relation avec l'entreprise étendue au travers ou bien de parcours partagés d'apprentissage, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir passer 2 mois, on va prêter nos alternants qui sont en contrat chez Airbus à l'entreprise étendue. Et c'est extrêmement important parce qu'on a besoin aussi de promouvoir les PME. C'est vrai qu'on est des grands groupes, on va très bien, mais derrière nous, on a des centaines et des milliers d'entreprises qui vont bien aussi et qui ont besoin de compétences et qui ont besoin aussi de suivre nos cadences. Parce que nous, on n'a pas le droit d'avoir un fournisseur défaillant. On a besoin, le moindre écrou qui va être manquant dans la chaîne d'approvisionnement va être critique. Donc on a besoin vraiment que toute la chaîne de fournisseurs soit performante. Donc c'est pour ça qu'on raisonne aussi industrie et filière aéronautique. Donc effectivement, la formation des jeunes est pour nous très importante. Je rebondis juste, on peut évoquer un peu cette notion un peu de collaboration étendue. Quand vous parlez de l'entreprise étendue, ça implique un lien vraiment de plus en plus fort entre le gros groupe que vous êtes et puis de nombreux sous-traitants ou partenaires. Ça peut être aussi une voie intéressante pour les jeunes de se dire, tiens, ben voilà, il y a des qui va être un peu satellite de ce grand groupe qui m'intéresse. Et peut-être c'est aussi une porte d'entrée, parce que je ne savais pas, mais c'est intéressant que vous puissiez confier des alternants ou des apprenants à ces sociétés. C'est de plus en plus vivace, ce lien avec vos partenaires, cette relation de on a ça également dans l'industrie automobile, je crois. Vraiment ce co-développement. Oui, puis ce co-développement presque avec des fournisseurs. Bien sûr. Qui vont... on a tous le même objectif, de livrer nos avions, donc en temps, en qualité et dans des respects des coûts. Donc c'est pas uniquement Airbus qui va devoir être performant, mais c'est vraiment l'ensemble de la filière. Alors après, on a différentes philosophies. C'est-à-dire que chez Airbus, et comme vous le disiez très justement, et l'industrie plus largement, c'est un véritable forum emploi à elle toute seule. C'est-à-dire qu'on retrouve, chez nous, on recense à peu près 300 métiers différents. Donc, sachant qu'un métier peut se décliner encore en différentes spécialités. Donc, et si je prends mon exemple, si je peux me permettre, j'ai toujours travaillé dans l'industrie, dans des entreprises différentes, mais j'ai fait des métiers complètement différents. J'étais au départ de ma carrière ingénieur commercial dans le domaine de la chimie et pétrochimie. Ensuite, je suis rentrée chez Siemens et donc j'étais responsable produit pour de l'instrumentation. Donc, je m'occupais, j'allais sur les cuves, tout ce qui ressemblait à une cuve sur le territoire français et un petit peu dans les pays germanophones, pour mesurer les niveaux de tout type de liquide solide ou autre qui pouvait se trouver dans les cuves. Après ça, donc, je suis rentrée dans l'aéronautique et j'ai fait de la communication. Donc, je me suis occupée d'organisation d'événements. Puis, j'étais directrice de la communication chez un autre constructeur aéronautique, ATR en l'occurrence. Et puis, je suis rentrée chez Airbus et aujourd'hui, je fais des ressources humaines. Donc, c'est vous dire que les parcours sont vastes et on peut faire plein de métiers complètement différents. Nous, on accompagne beaucoup le développement de nos collaborateurs. Donc, on se forme, on peut changer de métier. On a, chez Airbus en 2015, donc si je vous dis qu'en France, on est 25 000, on a 3 800 personnes qui ont changé de poste. C'est énorme. Ouais, c'est donc, presque... voilà, donc on a un taux de mobilité qui est très, très important et qu'on encourage vraiment. Donc si c'est mon message, c'est de vous dire que oui, l'industrie offre une palette innombrable de différents métiers et est en pleine évolution aussi. Donc je pense qu'on y reviendra. Très bien. On va peut-être rester sur cette notion d'agilité et de mobilité professionnelle que vous connaissez bien, je crois, Stéphane Joly. Vous qui couvrez en fait le secteur Europe
pour la production chez L'Oréal. Comment ça se passe justement, si on est là-dessus, après on va échanger sur d'autres sujets, mais la mobilité comme ça au sein du groupe, quand vous avez plusieurs usines de fabrication chez L'Oréal donc. Alors on retrouve également de nombreux métiers dans nos usines. Donc moi, chez L'Oréal, en gros, on a parlé en effet de l'aspect publicité, de nos marques, de nos produits. Je suis en charge des opérations et donc de l'industrialisation de ces produits pour pouvoir les délivrer aux clients. Et dans nos usines, on a de multiples métiers, passant, comme on l'a vu, de la qualité au packaging, à la fabrication, à la finance, aux ressources humaines. On retrouve tous les métiers dans une usine, bien évidemment. Comment ça se passe? À peu près pareil. Si je prends mon cas personnel, tous les 3-4 ans, on a une certaine agilité, une certaine mobilité. Alors moi, quand j'ai commencé, je ne savais pas vraiment ce qu'était l'industrie cosmétique, mais je savais que je voulais faire de la production. Et donc je me suis rapproché de L'Oréal, et L'Oréal m'a dit, oui, mais peut-être ça serait intéressant que vous fassiez de la sécurité. Alors j'ai commencé par la sécurité. Et je n'avais pas du tout pensé à ça, en me disant, sécurité, ça ne me parle pas beaucoup. Mais je peux vous dire aujourd'hui, commencer par la sécurité, ça me sert tous les jours pour penser nos process, penser la responsabilité qu'on a en industrie vis-à-vis de tous les employés, vis-à-vis de l'extérieur. Et je remercie cette opportunité sur laquelle je n'avais pas du tout pensé. Ensuite, j'ai fait de la production, 3 ans après. Puis j'étais patron d'usine, une usine qui fait des aérosols. Donc là encore, j'ai eu besoin de la sécurité, puisque dans les aérosols, on a quand même du gaz, on a de la chimie, donc c'est quand même des matières dangereuses où il faut appréhender ce risque. Et puis ensuite, je suis parti 1 an dans le bureau d'études de L'Oréal pour construire une usine en Chine. Donc j'ai fait les études avec un bureau d'ingénierie, donc un métier totalement différent. Puis le groupe m'a demandé de partir 4 ans au Japon pour être directeur des opérations sur l'Asie. Et là, on voit toutes les facettes du métier de l'industrie, à savoir développer des produits pour des marques, les produire avec des usines et les distribuer à une supply chain pour l'ensemble des pays clients. Et en Asie, il y a différents canaux de distribution. Et puis, depuis maintenant 4 ans, je suis directeur technique en Europe pour L'Oréal sur les produits, on va dire, mass market. Et donc, on a 8 usines qui produisent 1,8 milliard d'unités. Et dans ces usines, en fait, je suis en charge, avec l'ensemble des équipes, c'est près de 2000 personnes, d'établir une stratégie industrielle au service des marques, au service des clients. Et pour ça, on retrouve beaucoup de techniques, beaucoup de métiers techniques, de la qualité jusqu'à la fabrication. Aujourd'hui, on verra dans l'exemple, couler un rouge à lèvres, c'est très technique. Ça paraît très simple comme ça, mais on se sert également de tout ce qu'on apprend, à savoir faire une pièce en fonderie. Il y a des rétrins, couler un rouge à lèvres, il y a des cires, il y a des rétrins. Il y a beaucoup de choses à appréhender, donc beaucoup de technologies à travers nos mascaras, nos shampoings, nos rouges à lèvres, et ça rend ce métier technique et passionnant, très pragmatique et très créatif. Très bien. On reviendra un petit peu sur tout à l'heure, mais je le marque comme ça. On reviendra sur ces 2 axes de la R&D chez vous, la formule et puis le packaging, qui sont vraiment les deux clés de votre métier. Trouver la bonne formule, justement, on parle du rouge à lèvres, on peut parler il y a ces 2 axes dans la R&D, on va y revenir tout à l'heure. Puisqu'on est sur les métiers, qu'on fait un panorama un petit peu large, est-ce qu'on pourrait, là, tous les 3, définir un petit peu à la fois les métiers historiques, parce que c'est vrai qu'on parle de mutation, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de changements à l'œuvre, mais il y a des métiers historiques dont on a toujours besoin, et puis il y a des métiers émergents qui sont assez nouveaux. Comment ça se passe, cette perception que vous avez des nouveaux métiers? Peut-être vous, Sonia, qui êtes sur l'emploi. On a l'impression que il y a des métiers presque centenaires. On aura toujours besoin de la personne qui va usiner la pièce en fin de parcours, même celles qui sont faites en 3D aujourd'hui métal. Mais après, il y a des métiers émergents où on se dit, tiens, là, il va falloir un poste qu'on n'a pas, qu'on ne connaît pas. Il va falloir mettre quelqu'un. Donc, comment ça se passe aujourd'hui sur ce type de... Alors, effectivement, pour ouvrir un peu le débat. La grande évolution, voire même révolution que l'industrie est en train de connaître arrive de la digitalisation. Et la digitalisation, clairement, elle a un impact sur tous les métiers.
sans exception. Donc que ce soit, on a nos métiers historiques évidemment, donc qui sont des métiers, je dirais plus manuels et donc d'assemblage des avions, de production. Des pièces alimentaires aussi. Donc, ces métiers-là aussi sont impactés par la digitalisation. Donc, aujourd'hui, de plus en plus, nos compagnons, donc, qui interviennent au niveau des chaînes d'assemblage et des chaînes de production, même des usines en amont, ils vont être de plus en plus connectés, de plus en plus équipés. Donc, on peut en voir certains avec des Google Glass sur lesquels donc, on va pouvoir leur transmettre des informations en fonction donc, de l'avancement de leurs tâches. On va pouvoir avoir des tablettes. Par exemple, je suis coincée, je suis sur mon poste d'assemblage. Donc, pour l'assemblage des avions, si je résume, on va assembler principalement chez nous la partie fuselage avec la voilure, donc les ailes. Donc, c'est quand même hautement technique. Donc, il y a plusieurs postes. Donc, il y a de l'hydraulique, il y a de la structure, on a des ajusteurs aussi qui vont affiner et ajuster au millimètre en fait toutes ces pièces. Et de plus en plus, on va les voir interagir avec des supports digitaux. Donc, ça va être une tablette sur je suis coincée à ce stade là de la production, je ne comprends pas, c'est quel câble finalement, c'est celui-ci, c'est autre. Hop, je vais sur ma tablette et j'ai des petits didactiques et autres qui vont pouvoir m'expliquer, ah bah oui, regarde, à ce stade-là, c'est exactement comme ça. On peut aussi comparer et avoir des contrôles qualité qui vont se faire de façon digitale, c'est-à-dire qu'on va pouvoir prendre une photo, comparer au modèle et voir justement quels sont les défauts ou alors valider en disant ok, très bien, conforme aux critères de qualité qui sont définis. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à tous les niveaux de l'entreprise, on évolue, mais ça veut dire aussi que l'équipe audiovisuelle qui a dû faire le petit film qui montre regarde où tu en es au niveau du stade de ta production, ça c'est des nouveaux métiers aussi. Alors nouveaux. En tout cas, c'est des métiers nouvelles applications, en développement. Des nouvelles applications de ce qu'on savait faire. Alors, on développe aussi, on a au niveau des vendeurs et du marketing, ils ont développé là dernièrement une petite application donc, qu'on va pouvoir trouver sur des smartphones pour pouvoir identifier toutes les routes qui sont opérées en A380. Donc là, ça change aussi. On va parler aux passagers. On ne parle plus uniquement aux airlines. En fait, nous, on parle principalement, on veut convaincre les compagnies aériennes d'acheter nos avions. Le passager, c'est rare quand il se dit tiens, je vais acheter un avion. Donc, par contre, on a besoin que lui soit prescripteur auprès des compagnies aériennes qui remplissent donc ces avions qui, donc, par voie de conséquence, vont trouver que la 380 est effectivement plébiscitée par les passagers. Donc, on va développer une petite application. Donc, derrière, ça veut dire qu'on a besoin de développeurs d'applications, type une application qui tourne sur Apple ou Android ou autre. Donc, c'est des métiers qu'on ne soupçonnait pas. Mais donc, chaque métier, aujourd'hui, vit cette petite transformation numérique. On recherche actuellement beaucoup d'ingénieurs ou de développeurs en fait pour tout ce qui est cybersécurité. Donc s'il y a des hackers parmi vous, bienvenue. On recherche justement des spécialistes comme ça de la sécurité informatique. Parce qu'aujourd'hui, on a de plus en plus donc, de données. Donc, et la donnée, on la retrouve partout. Aujourd'hui, quand un avion part en vol, donc, et il est en phase d'essai, donc il n'est pas encore en cours de certification, donc on est en train de tester tous ces systèmes. On essaye de tester la conformité, la performance, évidemment, la sécurité. Quand un avion revient de vol, d'un seul vol d'essai, il revient avec des batteries entières de données. Ces données, on a besoin de ce qu'on appelle les data scientists qui vont pouvoir aider à l'interprétation de ces données. Et donc, on a de plus en plus d'informations. Donc, on utilise aussi beaucoup la réalité virtuelle. Donc, nos ingénieurs, ils travaillent déjà beaucoup en 3D avec des logiciels comme CATIA. Donc, historiquement, on travaille quand même beaucoup en modélisation. Mais aujourd'hui, on va pouvoir faire de la réalité virtuelle. C'est-à-dire qu'on va pouvoir toucher, on va pouvoir se rendre compte à l'échelle 1, tiens, cet encombrement-là, finalement, ma pièce, elle ne va pas passer parce que je vais voir virtuellement dans mon environnement industriel comment ça se réalise. Donc, on a effectivement des métiers émergents vraie comme ça. Transformation en fait des métiers, donc et vraiment à tous les niveaux de l'entreprise.
Est-ce que c'est une évolution que vous vivez aussi, Marine? Racontez-nous peut-être dans les ateliers. Là, c'est un bel exemple. On pourra peut-être revoir aussi des photos, hein, Thibaut. On peut faire tourner pour s'appuyer dessus. On a une forge qui est là. On est vraiment dans le cœur de l'industrie. Et par contre, beaucoup de phases, très certainement, sont devenues aujourd'hui automatisées. Est-ce que vous pouvez nous dire si déjà, par exemple, dans votre quotidien, vous utilisez beaucoup l'informatique? Comment ça se passe chez vous? Donc oui, c'est un peu comme chez Airbus. Nous, SNECMA a tendance à utiliser des outils industriels. Donc par exemple, alors pas forcément dans mon service, mais ça peut arriver. On a mis en place des tablettes tactiles ont été mises en place, par exemple sur le site de Villaroche au montage. Et en fait, chaque monteur qui va monter toutes les pièces sur le moteur d'avion va avoir sur la tablette la photo avec l'endroit de la pièce, les informations qu'il va y retrouver pour savoir comment monter cette pièce. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui permet de contrôler. Lui, après, il prend la tablette, il regarde si c'est conforme à la photo. Donc ça, c'est sur le site du montage. Après, nous, sur le site de Gennevilliers en Forge, on a mis ce qu'on appelle les lecteurs code barre. Quand vous allez chez Auchan et que vous scannez vos articles avec la petite douchette. Donc, on a mis en place ces douchettes en Forge pour que les opérateurs n'aient plus à saisir les numéros de série de chaque pièce. En fait, il faut savoir que chaque pièce dans un moteur d'avion a un numéro de série unique pour pouvoir retrouver en cas de contrôle, s'il y a un problème, toutes les informations de la pièce. Et avant, les opérateurs saisissaient avec leurs mains, manuellement, le numéro de cette pièce. Et on s'est rendu compte qu'il pouvait y avoir des erreurs dans les numéros de série et du coup, une perte de traçabilité. Donc, pour pallier à ça, on a mis en place les lecteurs code barre. Chaque pièce, du coup, a un code barre sur l'ordre de fabrication qui la suit. Et du coup, il rentre dans la supervision, il scanne le code barre et comme ça, il n'y a plus d'intervention manuelle. Ça, c'est quelque chose qui permet d'avoir une traçabilité plus importante. Ça a été une partie de votre mission. D'ailleurs, je vais rebondir. Thibaut, tu vas pouvoir lancer le petit film qu'on peut voir sur YouTube, parce que vous êtes donc, Marine, sur YouTube, avec aux côtés de Lady Gaga et de tout ce foisonnant univers YouTube. Voilà, on va regarder justement comment ça se passe dans le concret. Je m'appelle Marine, j'ai 22 ans, je suis ingénieure qualité en apprentissage à la SNECMA. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer ma journée. J'ai choisi de faire une formation en alternance pour d'une part voir la pratique et d'autre part pour voir la théorie. Je pense en plus que le fait d'être en entreprise la moitié du temps de la formation est un gros avantage pour mon avenir professionnel. La traçabilité des pièces à SNECMA est très importante car nous fabriquons des pièces d'avion et c'est pour retrouver toutes les informations concernant les pièces. Le numéro qu'il est en train de graver va permettre la traçabilité de la pièce dans le futur. Ma mission, c'était de mettre en place des lecteurs de code barre pour améliorer la traçabilité des pièces. Avant, on avait ce document suivi qualité où on n'avait pas de code barre. Mais avec la mise en place de la douchette, maintenant, les forgerons peuvent scanner le code barre. Pour eux, c'est plus agréable de scanner plutôt que de tout ressaisir. Avant, il fallait taper tous les numéros. Alors, c'était beaucoup plus long, quoi. C'est vrai que maintenant, c'est plus rapide. Le fait de voir que ce que je mets en place est pris avec sourire, c'est plutôt sympathique. Donc j'aimerais garder ce côté humain dans mon futur travail. Marine, pour l'objectif qu'on s'était donné de mettre des outils numériques dans l'atelier, c'est une bonne recrue. Pourquoi ? Parce qu'elle est d'un très grand dynamisme. Hop.
Tout se passe bien pour le moment? Pas de problème particulier? Par rapport aux commandes des nouveaux lecteurs code barre, j'en ai identifié des nouveaux et moins chers, donc tout aussi robustes. Donc ils vont être commandés d'ici une semaine. Très bien. Elle a des chances d'être embauchée à SNECMA. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de travail encore à faire et qu'elle, à l'issue de son cycle d'ingénieur en alternance, elle présentera toutes les compétences, normalement, parce qu'elle a quand même des bonnes notes à l'école, pour se faire recruter. Je touche un salaire tous les mois qui me permet de mettre des sous de côté pour plus tard acheter un appartement, par exemple. J'ai pu m'acheter une voiture, on peut faire des sorties les week-ends avec mes amis pour décompresser. J'ai pu aussi payer ma licence et mes cours de karaté. D'ici la fin d'année, j'ai 2 objectifs. Donc en juin, le passage de la ceinture noire et en septembre ou octobre, un job en CDI dans l'industrie. Énorme. Alors, on peut applaudir parce que... Bon alors, sur les 2 objectifs, on en a évoqué un tout à l'heure, il est rempli. La ceinture noire, c'est fait? Aussi, bravo. Bah, joli parcours. Ceinture noire de karaté. Bon, ben voilà, ça donne envie. Hein. Je pensais en voyant le film, justement, est-ce qu'aujourd'hui c'est un... Je vais peut-être vous passer la parole, Stéphane. Est-ce que c'est un mode, pas d'intégration, mais un renouveau du dialogue dans les équipes entre... là, on le voit, c'est très varié. Hein. Vous, dans l'industrie marine, vous êtes avec des équipes d'hommes essentiellement. Mais dans le dialogue intergénérationnel, on sent que les jeunes aujourd'hui ont beaucoup à apporter sur le digital. Est-ce que ça favorise justement un petit peu cette intégration, cette fluidité dans les équipes, de se dire, tiens, ben voilà, moi j'ai un métier, j'ai un savoir-faire dans l'industrie, et ce jeune qui arrive, il a plein de choses à m'apprendre sur... Alors, il y a 3 grands enjeux qu'on voit en usine aujourd'hui. Évidemment, le premier, c'est vraiment d'être orienté client. Donc, que veut le client? Que veut le marché? Le digital renouvelle l'ensemble des métiers et l'aspect, un nouveau mindset pour penser nos processus qui est lié au développement durable. Et donc, dans le mode de management, dans le mode pour intégrer notre nouveau process, on a besoin de ce collaboratif. Donc, d'avoir vraiment des petits groupes de travail, des task force pluridisciplinaires de tous les métiers, pour vraiment avoir du terrain, du bottom-up, hein, vraiment avoir ces éléments, pour vraiment avoir une richesse de solutions. Et aujourd'hui, dans les usines, si je prends l'exemple des pertes, quand on a des chaînes de production, on a des pertes matières, des pertes d'articles de conditionnement. Aujourd'hui, les employés sur ligne, que ce soit sur une cuve de fabrication, sur une ligne de conditionnement, ils vivent tous les jours le métier et on a besoin de ce retour terrain, justement, avec eux pour prendre les bonnes solutions. Et j'avais envie, par rapport à l'évolution des métiers, jusqu'à maintenant, les employés étaient part du processus. Aujourd'hui, ils pilotent les processus avec tout ce qui est digital et avec les objets interconnectés. Donc, comme ils le pilotent, ils sont autonomes, ils ont une vraie responsabilité, sécurité, qualité, maintenance, performance économique. Et on a besoin de ce bottom-up, justement, pour qu'eux entreprennent, apportent des solutions. Ils ont les moyens également de le faire. Et donc d'avoir un peu une myriade de petites entreprises au sein d'une usine. Et on est bien plus fort à 250 que tout seul. Hein. Donc globalement, ce mode collaboratif, avec des task force pluridisciplinaires, rassemblant tous les métiers, c'est tout simplement clé et vital pour vraiment bien comprendre le marché, bien comprendre le terrain et avoir une démarche responsable. Très bien. On utilisera un petit peu les mots-clés, on pourra redire à la fin en conclusion. L'usage expérience, enfin le retour client, de vraiment savoir quel est son besoin, son attente. Il y avait ça aussi dans les avions, hein, tout à l'heure quand vous disiez, tiens, le client, il a peut-être envie de voler sur un Airbus quand il va en Thaïlande. Le digital, le développement durable que vous évoquez là à l'instant, ça c'est une partie. Le développement durable, c'est aussi très important pour vous chez Airbus, j'imagine. Vous êtes confrontés, c'est quelque chose de bien sûr, très actuel.
Comme je pense dans tous les niveaux de l'industrie, on est très très attentif aux émissions, alors de gaz et le bruit également, donc c'est très important. On a justement en cours de développement un avion à propulsion électrique qui est l'IFAN. Alors aujourd'hui, c'est un avion qui va être destiné à l'apprentissage du pilotage, mais qui nous permet du coup de tester aussi donc des nouveaux moteurs. Donc, puisque on parle de moteurs hybrides, donc là c'est un moteur électrique, mais pourquoi pas transposer ça après sur des moteurs hybrides pour des avions de plus grosse capacité. Donc bien sûr qu'on est très très attentif. De toute façon, le transport aérien de demain sera un transport aérien plus vert. Et c'est pas uniquement les contraintes environnementales qui nous sont imposées, mais le trafic est amené à doubler d'ici 15 ans. Donc forcément, on se doit aussi, dans une conscience et une responsabilité sociétale, de réfléchir aux impacts sur l'environnement. Donc c'est quelque chose qui est chez nous très présent. Et on a des équipes de développement qui travaillent au quotidien sur ce sujet-là. Bon. Et l'IFAN, on va suivre un peu ce projet qui a l'air très intéressant. On parle beaucoup de la voiture électrique. On parle très peu, pour l'instant, c'est encore un peu, un petit peu mystérieux d'imaginer un avion qui vole à l'électrique. Ça paraît incroyable. C'est une réalité. C'est une réalité aujourd'hui. Il a traversé la Et... Manche l'été dernier, donc il va bien. Donc, mais je crois qu'il y a une expo ici actuellement à la Cité des Sciences sur Solar Impulse aussi. Oui, bien sûr. Donc, Solar Impulse, à voir. Les jeunes, là, quand vous partez, il y a Solar Impulse qui est ici. Ouais, donc voilà, donc toutes ces technologies-là, effectivement, c'est l'aviation du futur. Donc on se doit, nous, d'intégrer ces nouvelles technologies qui vont arriver à maturité. Donc l'IFAN, c'est une réalité. Ils volent aujourd'hui. Bon, on met 2 passagers aujourd'hui à bord, ou un d'ailleurs. Donc bon, c'est pas encore tout de suite du transport aérien. Néanmoins, c'est les prémices. Hein, donc, et puis les pionniers ont commencé aussi, c'était 1 ou 2 à bord, hein, et puis jusqu'à ce qu'on connaît aujourd'hui la 380 qui peut embarquer jusqu'à 800 passagers. Donc ce sont ces évolutions-là. Et pour revenir à votre question aussi de l'intégration des jeunes, alors chez nous on fait ce qu'on appelle du reverse mentoring. Alors ça c'est peut-être pas très parlant, mais en clair on met en relation des jeunes qui arrivent sur le marché du travail, qu'on vient d'embaucher, avec des moins jeunes qui ne sont pas forcément très en phase avec les nouvelles technologies, et notamment en termes de communication ou autre. Donc, et il va y avoir des sessions comme ça de reverse mentoring. Donc, par exemple, vous ne connaissez pas les médias sociaux, vous allez avoir un jeune qui va venir et qui va vous expliquer les médias sociaux, leur intérêt, comment ça marche. Et on a besoin de ce lien intergénérationnel. On a l'humilité de dire, non, je ne suis peut-être pas super calé aujourd'hui sur les outils que vous utilisez, vous, dans votre quotidien. Expliquez-moi, dites-moi comment je peux m'en servir. Et puis après, et justement, la richesse de ces échanges, c'est que le plus expérimenté va peut-être pouvoir comprendre, comment je peux m'adresser moi à mes clients, du coup, et comment je peux m'en servir dans un contexte professionnel sur la base de ce que les jeunes utilisent dans leur quotidien. Donc on a de très très belles expériences comme ça de reverse mentoring et de liens du coup intergénérationnels qu'on encourage fortement. Bon, c'est très bien, c'est un bel échange. On va peut-être voir, puisque vous évoquiez à l'instant l'usine du futur et le futur de l'industrie. On va voir le film Future of Factory, sur Airbus, pour avoir une idée de ce que sera Airbus dans quelques années. Et c'est assez impressionnant.
Bon, alors, on va tout de suite évoquer la robotisation, l'automatisation pour vous rassurer. Il y aura quand même encore beaucoup de monde dans les usines dans le futur. Là, on a assisté donc à une projection qui est assez spectaculaire dans toutes les possibilités aujourd'hui de la robotisation. On va évoquer cette chose-là avec vous deux, hein. Peut-être Sonia, un petit mot sur le film là qu'on vient de voir. C'est donc une perspective qui est vers laquelle on va, bien sûr, d'automatiser, d'optimiser au maximum les phases de production. Mais comme on le voit, c'est plutôt, on remplace pas l'homme, on augmente un peu son potentiel. C'est comme ça que vous le voyez? En effet, à la vision de ce film, on peut dire « Ouh là là, il n'y a plus personne dans les usines ». Alors, non, c'est un peu de la science-fiction, mais pas que, parce qu'effectivement, on va voir qu'on va être de plus en plus assistés. Donc, nos opérateurs, aujourd'hui, qu'est-ce que ça leur permet? On a vu un cobot, là, donc c'est un petit robot qui va être donc piloté par un collaborateur, donc un compagnon à côté. Ça va permettre tout simplement d'alléger la pénibilité, les charges physiques et autres. Donc, c'est-à-dire qu'on va aujourd'hui permettre à un compagnon donc d'accéder à des zones qui sont compliquées. Il faut savoir qu'il y a certains compagnons aujourd'hui qui doivent passer par des trous d'hommes qui sont assez étroits pour aller dans les ailes de l'avion pour pouvoir terminer justement l'assemblage, puisque donc c'est un réservoir de fuel, hein, les ailes d'avion. Donc ils doivent effectivement se faufiler. Ils travaillent dans des conditions et dans des postures qui sont pas forcément très agréables. C'est une réalité. Demain, justement, on compte un petit peu sur cette automatisation, ces cobots, pour pouvoir accéder à ces zones un petit peu plus difficiles. Néanmoins, effectivement, et c'est ce que je disais, cette digitalisation va faire évoluer les métiers. C'est-à-dire qu'il restera beaucoup de monde au contact de l'avion, parce que on est quand même, c'est pas de l'orfèvrerie, mais pas loin. C'est quand même de la très haute précision, et avec des impacts et des niveaux de sécurité et de qualité sur lesquels on se doit d'avoir du zéro défaut, clairement. Donc, ce sont en fait des évolutions des métiers auxquels on va assister plus particulièrement. Et donc, on va demander aujourd'hui à un compagnon de s'adapter un petit peu plus. C'est-à-dire qu'un mécanicien pourra être, et on va lui demander de développer un peu ses compétences en étant mécanicien et électricien. C'est-à-dire qu'il va intervenir sur une zone de l'avion, donc il ne fera pas uniquement une seule et même tâche répétitive, mais on va élargir un petit peu son spectre de compétences. Et c'est quand même aussi extrêmement intéressant, du coup, pour les opérateurs. Alors ça, c'est pour la partie opérateur, mais derrière, tout ça, il faut maintenant le concevoir, il faut le créer, il faut l'imaginer, il faut le designer. Donc, pour ça, on a aussi encore voilà, ça va ouvrir d'autres métiers pour nos bureaux d'études. Parlez-nous un petit peu justement de votre organisation chez L'Oréal, Stéphane. Comment vous vivez cette phase d'automatisation et de robotisation? On retrouve la même logique. En fait, déjà, ça ne se fait pas du jour au lendemain, hein. Oui. Il faut quand même beaucoup simplifier les processus pour les automatiser. Automatiser quelque chose de compliqué, ça ne marche pas très bien. Donc, il y a toute une étape pour simplifier. De nuisance, on voit dans le film un ensemble de flux d'approvisionnement. C'est exactement la même chose chez L'Oréal. On approvisionne des articles de conditionnement, des matières premières. On mélange les matières premières, on en fait une formule. Le formule arrive sur des lignes de conditionnement. On le met dans les articles de conditionnement. Il y a des personnes qui font ce processus-là. Et après, une fois que le produit est fait, il faut le distribuer. Donc, c'est en fait une usine, c'est un ensemble de flux, comme on l'a vu. Mais avant de l'automatiser, il faut vraiment le simplifier. Il faut que ça donne du sens. Il faut qu'on automatise des choses simples. Et donc, c'est une grande valeur ajoutée déjà de simplifier des flux compliqués. Oui. Donc, c'est le premier point. Après, il y a de la technologie qui évolue énormément. Donc, on a besoin d'autres compétences, justement, pour penser ces flux. Et après, pour connecter, on voyait des petits modules AGV, hein, qui sont ces petits modules-là qui approvisionnent les articles ou les différents composants de l'avion. C'est pareil pour la cosmétique. On approvisionne un capot, un flacon, un mécanisme de rouge à lèvres. Et donc, on a pensé le flux. L'opérateur sur ligne, comme je disais, ne fait plus part du processus, pilote le processus. Grâce au digital, va appeler son article de conditionnement. L'AGV, ou le petit module, va l'amener. Et du coup, ça va se faire assez automatiquement. Mais c'est avant 2 ans d'études, de simplification.
Et à la fin, on arrive à des postes qui sont totalement différents pour concevoir ces flux, et après pour piloter ces flux. Et on donne une autre image de l'industrie, puisque nous, on le verra dans le petit film peut-être sur l'usine d'Orléans qui fait du maquillage. Du jour au lendemain où vous automatisez avec ce type de solution, il y a beaucoup plus d'ergonomie, il y a beaucoup plus de propreté dans les ateliers. Il y a beaucoup moins de stock dans les ateliers, c'est beaucoup plus lean, c'est beaucoup plus visible. Et c'est assez passionnant parce qu'on aura, et on repense complètement le fonctionnement d'une usine avec d'autres métiers. Et j'insiste encore une fois, c'est que le métier évolue, les personnes qui pilotent les processus ont une plus grande valeur ajoutée, moins de tâches répétitives. On entendait plus de compétences, que ce soit de la mécanique, de l'électricité, mais de la gestion de projet également, pour amener le changement. Avoir des petits groupes également à coordonner pour gérer ces changements, parce que c'est interconnecté, donc on ne travaille pas dans son propre département, mais on travaille avec les autres. Donc, par exemple, en usine, quelqu'un qui est au conditionnement va travailler avec la fabrication, avec la qualité, avec les flux, tout en gérant la sécurité. Donc, c'est des petits groupes comme ça qui s'opèrent. Et on arrive après à faire évoluer l'organisation d'une usine. Et vraiment, si on voit moins de personnes, ce qui est sûr, c'est que l'humain est au cœur du débat. On ne peut pas faire autrement. C'est justement ce collaboratif qui permet ces solutions-là. Donc, ce n'est pas l'inverse. Tout à fait. C'est cette notion de cobot qui arrive un peu. Je pense que la plupart d'entre vous ont déjà vu ça. C'est les robots qui sont le compagnon de l'homme. D'ailleurs, j'aime bien le mot compagnon que vous utilisez beaucoup, Sonia. Les salariés chez vous, enfin les collaborateurs, c'est des compagnons. C'est ça. C'est super. Audrey, il y a peut-être eu des questions sur le chat. Oui, tout à fait. Une question qui s'adresse à Marine de la part de Vigo, qui est en première S dans un lycée à Marseille. Alors, il te demande, voilà, bonjour Marseille. Marseille, alors, ouais. Il te demande, Marine, pourquoi avoir fait ce choix du secteur de l'industrie et qu'est-ce que tu aimes dans ton métier en fait? Donc, tout à l'heure, j'en ai un peu parlé. J'avais pas envie, en fait, de faire des études longues dans l'initiale. Et je me suis dirigée donc, dans l'apprentissage. Et pourquoi l'industrie? Parce qu'en fait, dans l'industrie, on voit le produit qu'on fabrique. En fait, j'ai eu une expérience chez Cofeli où c'est une entreprise de service donc, qui fournissait de l'eau surchauffée pour chauffer les appartements dans les villes. Et en fait, on voit pas le produit qu'on fait. Donc, l'industrie aéronautique ou les autres industries comme chez L'Oréal ou autres, on voit le produit qu'on fabrique. Et en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui m'a intéressée. De travailler dans le concret, en fait. De voir le produit. D'accord. En fait, j'ai sélectionné une question pour chacun. Donc, Sonia, qu'est-ce que vous regardez en premier pour recruter des jeunes en apprentissage? Alors, évidemment, on va regarder leur parcours et leur école pour que ça réponde aux besoins donc, qui aura été émis par les différentes fonctions dans l'entreprise. Donc, l'apprentissage, chez nous, c'est vraiment du bac pro jusqu'au bac plus 5. Donc, on va adresser et on va aller rechercher vraiment tous les niveaux au niveau d'apprentissage. Après, on a des entretiens, donc on a des recruteurs donc, qui travaillent pour l'ensemble du groupe. Et on va porter une attention toute particulière à la personnalité des jeunes. On a envie d'avoir des jeunes, justement, qui vont être créatifs, qui vont pouvoir nous apporter quelque chose. Alors, à titre personnel, j'adore être challengée par des jeunes qui arrivent, qui sortent de l'école et puis qui nous disent « laissez n'importe quoi chez vous, il faudrait faire comme ci, comme ça, comme ça ». Alors, c'est super parce que c'est justement cette fraîcheur et cette naïveté, je dirais encore, du secteur industriel qui fait qu'on a des échanges d'idées. Et du coup, cette richesse dans les échanges, on va apporter une attention toute particulière pendant qu'ils seront en apprentissage chez nous à l'aspect comportemental aussi. Donc on a un lycée, nous on a un lycée Airbus donc qui forme nos compagnons. Donc il y a une centaine de jeunes qui sortent chaque année, qui vont intégrer nos chaînes d'assemblage. Et on met un accent très particulier sur le comportement. On a besoin, notamment en chaîne, d'avoir des valeurs qui respectent les valeurs de l'entreprise, qui sont des valeurs d'honnêteté. On va leur apprendre
apprendre à dire quand ils se sont trompés, à parler, à s'exprimer. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Dans notre industrie, on n'a pas le droit de ne pas dire « je me suis trompé ». Donc, on va vraiment porter une attention toute particulière au respect, au travail d'équipe. Donc, il y a effectivement le savoir qui va être normalement enseigné dans leur centre de formation. Et nous, on va regarder particulièrement aussi le savoir-être. D'accord. Et j'ai une autre question pour vous. D'Alison, qui est en terminale S à Rennes. Est-ce qu'on évolue vite chez Airbus ? Alors, on peut. Après, on a son destin entre les mains. C'est-à-dire qu'on a plein de parcours différents. Oui, bien sûr, on peut évoluer très vite. Mais ça dépendra de l'individu. On a une multitude aussi de possibilités d'évolution. Il faut savoir que chez nous, les salariés reçoivent à peu près en moyenne 30 heures de formation par an. Donc ça veut dire qu'on leur donne des possibilités de se former. Et on va voir avec les réformes et puis la digitalisation aussi. On va mettre de plus en plus de matériel à disposition de l'ensemble des salariés pour qu'ils se forment eux-mêmes. Et c'est à ce moment-là que on va faire la différence. Donc oui, si j'ai envie d'investir, je peux évoluer très vite. Si je fais juste mon travail comme on me demande, c'est bien. On a aussi besoin, tout le monde n'évolue pas à la même vitesse. Mais ce que je veux dire, c'est que ces possibilités, elles existent. Après, elles sont vraiment dans les mains de chaque individu. Je rebondis juste un petit mot avant la question à Stéphane Joly. C'est vrai que cette notion, il faut l'intégrer, la formation permanente. Aujourd'hui, c'est un petit peu comme dans l'informatique, il y a des mises à jour. On suit un petit peu la technologie aujourd'hui. Il y a des mises à jour permanentes et il faudra vous habituer dans la carrière professionnelle d'avoir vraiment un socle, un métier, mais après avoir cette notion de tiens, je m'augmente un peu en permanence. Je vais faire peut-être une petite formation là-dessus pour s'augmenter. C'est une notion qui est importante aujourd'hui. Oui, et une fois de plus, la digitalisation va offrir à chaque individu ces possibilités-là. Et là, on va faire la différence. On va voir celui qui a envie, qui va y aller lui-même, qui va aller se former, qui va regarder des MOOC, des e-learning et autres moyens de formation de ce type-là, et puis les autres. Et donc, il y aura effectivement derrière ces évolutions qui en seront la conséquence. Merci. Et une question qui s'adresse à Stéphane d'Alison, qui est en première dans un lycée à Lyon. Est-ce que l'anglais est essentiel pour entrer chez L'Oréal ? Alors, je pense que l'anglais. C'était ma question d'après. Je pense que l'anglais est essentiel pour tout court, pas simplement pour entrer chez L'Oréal. Il est essentiel tout court. Et autant l'avoir au plus vite, au plus tôt, c'est beaucoup plus simple. Même si on peut toujours rattraper. Mais oui, c'est essentiel. Aujourd'hui, à L'Oréal, en France, on parle anglais en réunion. Donc oui, il faut l'anglais. Et ça, je ne pense pas que ce soit spécifique à L'Oréal. C'est tous les métiers, chez Airbus pareil. Rappelez-nous Stéphane, peut-être combien de nationalités un petit peu au sein du groupe, mais quand vous travaillez sur des sites de production comme ça. Sur les sites de production, on a une population représentative du territoire, évidemment. Du pays, ouais. Mais globalement, on est dans tous les pays du monde. Donc aujourd'hui, dans le siège social, au niveau marketing, pour pouvoir répondre au marché, on a besoin de l'ensemble de la diversité qu'il y a pour pouvoir répondre au mieux aux consommateurs. Donc, et l'anglais, c'est la langue qui rassemble tout le monde. Voilà. Et Airbus, pareil, vous travaillez essentiellement en anglais. Oui, alors chez Airbus, on a à peu près 100 nationalités différentes qui sont représentées. Donc c'est effectivement la mondialisation, on la vit tous les jours. Moi, avec mes collègues de bureau, effectivement, on s'échange des mails en anglais. C'est ce que je disais quand on en parlait un petit peu en préparation. Si je regarde ma boîte mail, je crois qu'il y a 70% des mails qui sont en anglais. Les réunions, elles se font en anglais. Quand on n'est qu'entre Français, je vous avoue qu'au début, on se dit, bon, c'est bon, tout le monde comprend le français, allez, on y va en français. Bon, néanmoins, c'est vraiment une nécessité. Je suis contente qu'on aborde ce sujet-là, parce que j'ai un autre message à vous adresser.
soyez décomplexés par rapport à l'anglais. On ne vous demande pas d'être prix Nobel de littérature anglaise. C'est pas grave. C'est chouette un accent français aussi. Ça fait justement parmi ces 100 nationalités, et ben, ça va faire la petite touche qui va être qui va avoir un capital de sympathie aussi qui va pouvoir se The développer charm ou of pas, the French accent. Exactement, il faut l'assumer complètement. L'essentiel, c'est de comprendre et de vous faire comprendre. Donc, C'est tout. ne nous censurons pas en France parce qu'on ne parle pas parfaitement anglais. C'est pas vrai. D'abord, on peut progresser très très vite. Et puis, vous verrez que baigner dans un environnement culturel anglophone, bah, vous allez progresser très très vite. Il n'y a aucun problème. Mais par contre, les bases sont vraiment essentielles. Donc, ne négligez vraiment pas l'anglais. Ça vous servira dans l'industrie, mais ça vous servira, je pense, vraiment de plus en plus et partout. Partout, même dans la vraie vie, hein, puisque après, quand on voyage, eh ben, on est très content de pouvoir communiquer avec le maximum de monde. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? On en a eu sur le chat avec Audrey. Est-ce que vous avez envie de réagir ou de poser une question? Pour l'instant, ça va. Vous êtes... hop, ça trace, c'est bien. Eh ben, peut-être pour vous donner le loisir de réfléchir et puis de revenir à notre thème central, les métiers. On va regarder le petit film, là, Stéphane, que vous nous avez amené, sur les métiers chez L'Oréal. Alors, c'est une Donc, un petite petit visite mot, voilà. virtuelle d'une usine qui fait du maquillage, et vous allez pouvoir voir à travers les témoignages les métiers. Impressionnant. Vous n'allez plus vous mettre du rouge à lèvres comme avant, après ce film. On peut rebondir sur cet esprit d'innovation. On le voit là, il y a l'innovation produit, donc on avait parlé tout à l'heure, c'est soit la formule, soit le packaging, chez vous, dans les deux axes principaux. Mais il y a aussi d'optimiser tous les process. Et là, il y a certainement un rôle important de chaque personne qui travaille en disant, tiens, pour l'instant, on fait ça on fait ça comme ça depuis le début. J'ai remarqué que si on change ça, eh ben, on peut le faire plus vite, on peut gagner Et du coup, cet esprit d'innovation, je pense qu'il est important. On va peut-être en discuter chacun. Tiens, le rapport d'étonnement, vous allez en dire un mot après. Simplement, au niveau de cette performance, évidemment, les gens du terrain connaissent énormément leur process, donc sont à même de dire ce qu'ils voient et de proposer des solutions, d'être leur propre entrepreneur de leur process. C'est ce qu'on fait avec toutes les démarches. Vous avez peut-être entendu parler de TPM, de Lean, de Kaizen, où on cherche justement à optimiser, simplifier, apporter de la valeur ajoutée et enlever tout ce qui sert à rien. Tout ce qui sert à rien, c'est augmenter les conditions de travail, c'est avoir un impact sur l'environnement positif, réduire les déchets par exemple, réduire les consommations et avoir des tâches à plus haute valeur ajoutée. Donc on revient sur ce même concept de se dire, on apporte de plus en plus de valeur ajoutée, les métiers évoluent, il y a moins de tâches répétitives, plus d'ergonomie, mais plus d'autonomie et plus de valeur ajoutée. Donc toutes les démarches de groupes de travail pour la performance, pluridisciplinaire là encore, amènent cette intelligence collaborative pour faire évoluer l'organisation, les métiers, et créer des environnements motivants qui changent tout le temps. Et il n'y a pas de limite à la performance, la productivité ou l'ergonomie. C'est assez sans fin. Donc ça continuera à évoluer et les métiers de demain seront encore différents. Voilà, c'est un peu cette entreprise en mouvement. Marine, comment vous le vivez, vous, cette optimisation des process et puis cette attention qu'on peut avoir au quotidien sur la façon dont on travaille et la façon dont on peut améliorer ça? Donc nous aussi, comme chez L'Oréal, il y a des Kaizen, des minités qui sont mis en place pour améliorer les flux, éviter qu'il y ait trop d'heures. Oui, expliquons le Kaizen un peu pour ceux qui ne connaissent pas. Bon, je vous laisse, Stéphane. Simplement un petit point. Si on prend un flux assez simple, on approvisionne, on conditionne, on a besoin de faire des tampons, on a besoin de faire du stock. Quand on regarde un flux de production, il y a des endroits où ça bloque, où on stocke, et on cherche sur un flux de production à vraiment le simplifier et éliminer toutes les tâches qui n'ont pas de valeur ajoutée. Donc, en les rendant plus simples, plus limpide, on arrive à un process plus court, à plus haute valeur ajoutée pour ceux qui le pilotent, mais on a enlevé en gros toute la gâche, tous les stocks qui ne servaient à rien. Donc on optimise un processus. C'est une méthode pour optimiser un processus, le rendre plus performant et faire en sorte que justement il y ait plus de valeur ajoutée pour ceux qui pilotent et pour le processus global.
qui vient du Japon donc et qui renseignez-vous Kaizen, hein, ça se trouve très vite sur Wikipédia. On élimine les mudas, les 7 les points qui sont superflus, on va dire, et qui ralentissent les process. C'est le stockage, c'est les retards de livraison, c'est les délais de livraison. Et même pour le travail quotidien, après, c'est vrai que c'est une notion qui est assez intéressante à intégrer, de se dire, tiens, dans ma journée, qu'est-ce que aujourd'hui j'ai fait de vraiment très inutile? Et quand on enlève ça, on se rend compte qu'on arrive à faire plus dans la même journée. Oui, j'avais juste un complément, justement en termes de contexte. En fait, il faut qu'on livre plus vite. Donc nous, si Oui. les avions, il faut qu'on les livre plus vite. Si je vous dis qu'on a un carnet de commandes de 10 ans, ça veut dire que clairement, si on a un client qui vient nous voir demain en commandant un avion, on va lui dire, bah, écoutez, vous savez quoi, il va falloir attendre 10 ans. Donc, bon, après, on a d'autres méthodes, effectivement, pour pouvoir anticiper un petit peu ces livraisons. Néanmoins, on a besoin de raccourcir ces cycles de production. Donc, effectivement, on fait la chasse au temps gaspillé, et donc pour avoir une meilleure productivité. Et si je prends un exemple, justement, de l'évolution des compétences de nos compagnons, donc en chaîne, on a dans le cycle d'assemblage des gammes qui vont devoir être réalisées, mais il est possible qu'un électricien doive attendre que le mécanicien donc, puisse terminer, lui, sa gamme pour pouvoir intervenir après. Donc c'est pour ça qu'on est en train de faire évoluer les métiers et on est en train de donner de la double compétence de façon à ce que la même personne puisse et intervenir en mécanique et en électricité, de façon à ce qu'on n'attende pas, bon, bah alors ça y est, t'as fini, moi je vais pouvoir y aller, donc, et puis ça peut durer. Donc on est vraiment on optimise justement tous nos process donc de production et d'assemblage de façon à gagner ce temps précieux qui, au bout du bout, fera qu'on arrivera à livrer plus d'avions chaque année, donc être plus performant aussi financièrement, et donc de réduire le temps de livraison pour nos clients. Super, Marine, le rapport d'étonnement des jeunes. Ouais. Ouais. Juste avant, pour revenir sur SNECMA, en plus de ces chantiers pour organiser et réduire et améliorer les processus, SNECMA a mis en place les fiches d'innovation participative. Et en fait, c'est la société qui demande à chaque employé de créer en fait une innovation participative. Donc, ils prennent une petite fiche, ils rédigent leurs idées d'innovation et chaque dossier est présenté à une commission. Et en fonction du projet, celui-ci est primé. Donc, c'est vraiment, cette innovation participative est vraiment en pleine expansion chez SNECMA. Bien sûr, c'est très très important. Est-ce que je regarde Louisa, une question de la salle peut-être sur cette volonté d'innovation? Oui, très bien. On va vous passer le micro. Alors, qui est qui est un peu au milieu de la salle. Donc cette innovation participative, en attendant que vous ayez le micro, très importante aujourd'hui, je me rappelle, c'est pratiqué dans pas mal d'entreprises, ce rapport d'étonnement, quand il y a des jeunes, on leur demande, tiens, qu'est-ce qui vous étonne pour avoir cette fraîcheur de regard, et des fois on arrive à déceler des choses très intéressantes. Vous avez le micro, on vous écoute, bonjour. C'est pour Marine Brochard en fait. Je voulais savoir pourquoi vous avez fait une filière S. Pourquoi j'ai fait une filière S alors que vous étiez en alternance, c'est ça? Oui. Vous avez fait un BTS, oui. J'ai fait donc mon bac. Donc je voulais pas faire de bac ES ni de bac L. J'étais plus axée sur des matières scientifiques. Et l'option, c'était mécanique et électricité. Et c'était plus des matières en fait qui m'intéressaient. Et ensuite, après, j'ai mon BTS qui, en fait, était dans la continuité de ce bac avec les matières, mais un peu plus poussées. Mais ce que vous faites maintenant, est-ce que c'est accessible avec un bac SMG ou technologique? Ah oui, complètement. La maintenance, on peut rentrer en maintenance et dans l'industrie avec des bacs techniques. Okay, merci. Merci. Et peut-être une autre question, et puis on terminera cette table ronde qui pourrait être, oui, une question là-bas. Très bien, on va vous passer le micro. Levez la main pour qu'on vous voit. Ah.
Voilà. Vous avez le micro. Oui. Oui. Est-ce que tous les métiers Alors est-ce que tous les métiers de l'industrie, ils nécessitent des qualifications? Alors, est-ce que si on n'a pas de qualification, on peut quand même travailler dans l'industrie? Alors, au risque de briser un rêve, non, on a besoin de qualification, quelle qu'elle soit. Néanmoins, Ouais. on a différents niveaux de qualification. Mais toutes les personnes qui rentrent chez nous doivent avoir au moins un diplôme. Alors, ça peut être un diplôme un certificat de la métallurgie, donc qui peuvent être des cursus de formation assez courts. Ce qu'on appelle des CQPM, mais il faut quand même systématiquement avoir une qualification. Donc ça, c'est vraiment un prérequis. Après, une fois de plus, ça va d'un bac pro jusqu'à un bac +5 et au-delà. Puis on l'a vu, on peut voir aussi son parcours pendant... Monsieur, on va vous donner le micro. On peut imaginer aussi les compétences comme un assemblage de briques. On parlait de la formation continue tout à l'heure, enfin de la formation un peu permanente, avec au début une qualification qui est un petit peu peut-être insuffisante pour accéder à ce qu'on a envie de faire. Eh ben, on peut soi-même ou avec des parcours. Marine en a témoigné aussi. Oui, ou se Vous avez former, construit, voilà, vous avez construit un peu le... et se former sur le terrain. Voilà. Une fois qu'on arrive, par exemple, avec un bac technologique ou un BTS, par exemple, en tant que technicien maintenant, c'est sur le terrain qu'on va apprendre et qu'on va se former sur les engins qu'on va maintenir. Donc, il y a beaucoup de formations aussi terrain. Tout à fait. Après, pour répondre aussi à la question qui nous a été posée par Alison, je crois, on a aussi cette possibilité donc, de se former, mais l'entreprise sait aussi déceler des talents et puis vraiment investir dans leur formation. C'est-à-dire que et on a de très très beaux parcours chez nous, de compagnons qui ont commencé à la chaîne d'assemblage, qui sont peut-être sortis du lycée Airbus d'ailleurs, donc avec un bac pro, et puis qui au fil de leur carrière donc, ont acquis d'abord une expérience de production sur nos chaînes d'assemblage, et puis petit à petit se sont formés parce qu'ils avaient envie de se développer, et l'entreprise sait mettre une carrière un petit peu entre parenthèses pour pouvoir investir dans cette formation, les envoyer en école d'ingénieur éventuellement, ou alors certains peuvent le faire en cours du soir si c'est de leur initiative personnelle. Il faut savoir qu'il y a vraiment une multitude d'évolutions. Donc, que ce soit dans votre branche ou dans une autre branche. Si je veux changer de branche, c'est possible aussi. Monsieur, vous aviez une question? Oui, on va vous donner le micro. Je crois que... oui. Ah, encore une question là-bas, d'accord. Je voudrais savoir, vous, dans le monde de l'industrie, comment réagissez-vous à l'augmentation des heures du travail par rapport à votre personnel qui sont en cours de... Oula, j'avais dit qu'on mettait l'actualité entre parenthèses. Non, je plaisante. non, on peut... Alors, pas de tabou. Hein, oui, il n'y a pas de tabou, bien sûr. Je plaisante. Alors, on est quand même... On est effectivement encadré par une législation donc, qui définit le nombre d'heures de travail. Alors après, nous, on a eu dernièrement, et c'était l'actualité de ces dernières semaines, des débats sur justement on badge en équipement de travail ou pas. Bon, c'est des choses, c'est des pratiques qui se passent partout dans l'industrie. Et donc après, on discute beaucoup avec nos partenaires sociaux. On fait pas ça à la hussarde en disant tiens, vous savez quoi, on va changer complètement les règles. Donc c'est un dialogue de proximité qu'on mène au quotidien avec donc nos partenaires sociaux avec lesquels on négocie, et donc on a des contreparties si on a besoin d'étendre un petit peu plus les horaires de travail. Après, nous on a des impératifs industriels, c'est-à-dire qu'en fin d'année par exemple, il nous arrive de demander un petit effort supplémentaire à nos salariés parce qu'on a besoin de finir notre programme de livraison. On sait le compenser en général, donc c'est pas tout ça est quand même bien contraint et encadré par la législation du travail. Stéphane, oui, une réaction parce qu'en plus on retrouve la même démarche chez L'Oréal. Aujourd'hui, on a une relation avec nos partenaires pour faire évoluer nos organisations. L'organisation, elle doit répondre au marché, elle doit répondre à la compétitivité. Et on a des partenaires qui sont complètement
en phase dans ce dialogue pour assurer la pérennité de l'entreprise. Et nos employés suivent. Donc, en effet, il y a des recours à des heures supplémentaires par rapport au cadre de la loi, mais il y a aussi des accords que l'on peut passer avec nos partenaires pour changer l'organisation de travail et pour adapter sur des procédés parfois continus. 35 heures par semaine, avoir des procédés continus, c'est pas évident. C'est plus simple de faire 3 fois 8. Maintenant, on est aux 35 heures. Donc, nos partenaires sont complètement ouverts dans la mesure où c'est pour la pérennité de l'entreprise, la pérennité de l'emploi et donner de l'emploi également pour les générations futures. Donc, c'est un dialogue sans tabou, en effet, qui peut être très, très constructif pour la pérennité de l'entreprise. Et c'est ce qu'on arrive à faire avec nos partenaires sociaux. Vous qui gérez, peut-être un petit mot juste après, monsieur, vous allez avoir la parole. Au niveau européen, justement, comment ça se passe quand vous avez... j'imagine que tout le monde n'a pas le même rythme horaire. Dans certains pays, il y en a qui travaillent un peu plus ou un peu moins. Donc, on a une législation très différente, en effet, entre la France et d'autres pays européens. Il y a des usines où on peut tourner très facilement dans le cadre légal. En France, ça n'est pas le cas. On a des plages mortes. Donc, on compense avec d'autres organisations en accord avec nos partenaires sociaux. Donc, on est flexible avec une seule mission, la pérennité de l'entreprise, la compétitivité. Oui, parce qu'en fait, on a tous le même intérêt, le même et le même intérêt, c'est que la boîte tourne. Les employés sont complètement dans cette démarche. Très bien. Monsieur, une question alors. Oui, bonjour, Monsieur Touzani, je suis formateur de maths sciences au centre d'apprentissage à Forp. En fait, ma question, c'est par rapport à la diversité. On voit les jeunes ici, ils sont à peu près de toutes les couleurs. Moi, je me bats depuis pas mal d'années pour dire aux jeunes, c'est pas seulement le CV et le diplôme qui compte, c'est le savoir-être. Vous l'avez dit, madame, tout à l'heure. C'est l'envie, la motivation, l'autonomie, l'envie de se battre. Et la couleur, c'est absolument pas un frein. Moi, je le vois tous les jours depuis une dizaine d'années dans les entreprises, en fait. La France diverse existe, elle est réelle, elle est là. Et ça donne à pas mal de jeunes qui sont près du décrochage scolaire, en fait, l'envie de se battre. Moi, juste, c'est pas un reproche, mais c'est un constat. Le dernier film sur L'Oréal, en fait, on voit une France quand même assez particulière. Et j'aurais aimé, en fait, savoir un peu de votre part, qu'est-ce que vous avez mis, et ce que vous mettez tous les jours pour faire que cette diversité soit là, et qu'elle sert la France et un jour aussi à l'international. Alors, sur le film que vous avez vu, c'est certains membres du comité de direction. Tous ne sont pas là. Et je peux vous dire que dans ce comité de direction, il y a une grande diversité également. Alors, ils ne sont pas tous représentés, peu importe. Maintenant, nos usines sont représentatives du bassin d'emploi. Donc, par rapport à ça, je peux vous dire qu'on a des usines partout en France, Aulnay, Orléans, Rambouillet, Saint-Quentin. On a des populations de nos usines représentatives du bassin d'emploi. Et vous avez parfaitement raison. De dire que globalement, ce qui fait en fait la force d'évoluer dans l'entreprise, c'est la motivation, vouloir apprendre, vouloir être curieux, vouloir avoir une aventure humaine de partage avec l'ensemble des employés, avoir aussi envie d'améliorer ses compétences techniques pour le métier de l'industrie tel que ceux chez L'Oréal, mais c'est avant tout cette personnalité, et ça n'a rien à voir, bien évidemment, avec ce que vous avez dit, à savoir la couleur. Cette diversité apporte un plus, et apprécier cette différence, c'est être beaucoup plus performant. Très bien. Si je peux juste me permettre de rebondir sur la diversité. Vous avez raison de décomplexer aussi les personnes issues donc, de quartiers plus prioritaires. Alors nous, on signe des chartes aussi. Donc on signe une charte entreprise et quartier parce qu'on veut vraiment promouvoir. Et on aimerait en fait que effectivement ce public-là ne s'interdise pas l'accès à l'industrie parce qu'on a besoin de cette diversité. Mais si je rebondis sur la diversité, c'est que c'est pas uniquement une diversité sociale. Donc nous, on va avoir un accent particulier aussi sur la mixité. C'est pareil, et là je m'adresse aux jeunes filles, ne vous interdisez pas, et Marine en est un formidable exemple, l'accès à l'industrie. On n'est pas dans une industrie effectivement de forte pénibilité, c'est pas sale, comme le disait Louis Gallois en introduction. Votre place, elle est aussi au sein des équipes, à tous les niveaux de l'entreprise que ce soit. On porte
porte une attention toute particulière aussi aux jeunes et moins jeunes en situation de handicap. Ils ont aussi leur place dans l'entreprise et dans l'industrie. Effectivement, l'industrie, ce doit être le reflet de notre société. Et on a besoin de cette mixité. Donc ça ne fait pas débat. Donc n'hésitez pas. Et on a plusieurs actions justement qui sont mises en œuvre pour promouvoir cette diversité. Mais il y a des barrières aussi que les jeunes se fixent eux-mêmes. Donc faites sauter ces verrous. Absolument. Oui. Peut-être une dernière question. Est-ce que le micro marche? Oui. Bonjour, j'ai une question pour Monsieur Joly. J'aimerais savoir s'il y a plus de femmes ou d'hommes dans votre entreprise. Alors, dans l'ensemble de l'entreprise, on a plus de femmes que d'hommes. Oui. Alors, bien. Je ne peux pas vous dire le pourcentage complet, mais on a plus de femmes que d'hommes. C'est une bonne industrie où aller, les gars. Non, mais c'est bien, oui. Il y a une question, Audrey. Le micro, Audrey. Marine. Oui. Justement, en tant que femme, jeune femme, est-ce que tu as dû t'imposer ou ça s'est fait naturellement? Ceinture noire de karaté, je te rappelle. Donc, elle s'impose toute seule. Non, je plaisante. Pour ça, explique-lui. Alors, il y a deux choses. Dans le service maintenance, ça s'est fait naturellement. Dans ce service maintenance, je suis la seule fille. Il y a, en tout cas, la maintenance forge. Ça s'est fait tout naturellement. Ils m'ont accepté direct. L'échange avec tous les opérateurs, c'est très bien fait. Par contre, après, il y a au niveau de la production. Et par contre, là, pour se faire entendre, il faut un peu hausser le ton parfois. Parce qu'en plus, la production et la maintenance, c'est deux choses un peu différentes qui doivent fonctionner ensemble. Mais pour se faire entendre, parfois, faut hausser le ton et taper un peu sur la table. D'accord. Mais par contre, sur le site de Gennevilliers, en revenant sur les hommes et les femmes, il y a de plus en plus de femmes sur ce site. On a commencé, dans les années, vers 2010, il devait y avoir 10-12% de femmes. Là, cette année, on est à 16-17%. Donc on voit qu'il y a beaucoup de femmes qui arrivent sur le site et dans l'industrie. Bravo, c'est une belle évolution. Je veux bien faire une référence, moi, à ma première partie de carrière aussi. Donc, j'évoluais dans un milieu très, très masculin, donc dans l'instrumentation, dans la chimie et la pétrochimie. Donc, et en fait, je me faisais la remarque que quand je devais intervenir, donc j'intervenais en support des techniciens qui n'arrivaient pas bien à régler l'instrument de mesure, ou en support des vendeurs, donc pour vendre en fait la gamme de produits, mais avec un aspect un petit peu plus technique. Donc ça pouvait surprendre, puisque j'étais donc dans les usines, au cœur donc des services travaux neufs, engineering et autres, qui étaient particulièrement masculins, forte prédominance masculine. Et après, je me suis rendu compte que systématiquement, j'avais le droit, les 3-4 premières minutes, à une sorte de test où ils me bombardaient de questions pour voir un petit peu ce que j'avais dans le ventre. Donc c'était marrant, parce qu'au début, je comprenais pas bien pourquoi ils me demandaient en clair alors votre vision, puis alors après ils allaient dans des questions très très pointues techniquement. C'était assez rigolo, parce qu'après avec le recul je me disais bon, mais c'est bon, t'es dans ton grand oral, là ça va passer. Et puis une fois que cette barrière était passée, et une fois que j'avais été un petit peu adoubée, c'est bien, on pouvait y aller. Donc malgré tout, il y a quand même, alors je vous parle il y a 15 ans de ça, donc j'espère que ça a évolué. Néanmoins, il faut s'en rendre compte. Et puis c'est un jeu. Par contre, une fois que cette barrière était passée, vraiment, il y avait du respect et il n'y avait plus de problème. Oui. Il faut le prendre comme un jeu. Peut-être une dernière question de la salle, et après je dirais quelques mots sur les partenaires qui nous ont accompagnés sur ce colloque. Une dernière question, non ? D'accord, tout va bien. Alors écoutez, avant de se quitter, je vous donne justement quelques mots qui vont vous permettre de prolonger cette table ronde qui était passionnante, qu'on aurait bien continué. La Cité des métiers, donc
qui est un espace d'information et de conseil sur les métiers et la vie professionnelle. C'est ouvert à tous, jeunes ou adultes, scolaires déjà engagés dans la vie professionnelle, à la recherche d'un emploi ou non. Cet organisme, donc en collaboration avec 14 partenaires, vous conseille, vous documente sur les métiers et la vie professionnelle. Vous avez à disposition donc ici 5 pôles de conseil et d'information, une documentation en libre service, 40 bornes multimédia également en libre service, des ateliers collectifs, des événements, des parcours métiers et des clubs thématiques, et également un réseau national et international des cités des métiers. On a évoqué aujourd'hui le côté international qui est important. Vous pourrez avoir des connexions là-dessus. Universcience Partenaire, depuis 2010, donc Universcience Partenaire prolonge une initiative commencée en 86, donc à la naissance de la cité, en regroupant des entreprises, des fondations d'entreprises, des fédérations professionnelles, des structures et des organismes publics et parapublics. Donc la mission, c'est de bâtir un important réseau de façon à développer en permanence, depuis 30 ans, des actions de partenariat avec Universcience et également d'autres musées scientifiques, en France ou à l'étranger. Donc on encourage la diffusion de la culture scientifique et technique auprès du public, et notamment des jeunes. Cette table ronde en est un exemple aujourd'hui. Job IRL, merci Audrey pour la participation et le streaming live. Job IRL, c'est une plateforme communautaire dédiée à la relation entre jeunes et professionnels de l'entreprise, grâce à des mises en relation, une activité foisonnante sur les forums et à l'accompagnement d'événements à travers la France. Cette association qui rassemble 18 000 jeunes et 2 000 professionnels apporte une aide précieuse pour la recherche d'une orientation, d'un stage, d'une meilleure compréhension d'un secteur d'activité. Donc vous pourrez suivre, utiliser et encourager cette plateforme sur le site jobirl.com. Dernière chose, également pour tous ceux qui nous ont regardés, c'est important en région si vous êtes encore là, puis il y en a beaucoup qui sont encore là bien sûr, vous pourrez demander des billets pour venir à la Cité des Sciences quand vous viendrez à Paris. Ils vous seront gracieusement offerts pour vous remercier de nous avoir suivis depuis les différents lycées et les établissements à travers la France. Donc un grand merci à vous tous d'avoir assisté à cette table ronde. Merci bien sûr à tous les trois de nous avoir éclairés. Et puis on se donne rendez-vous très bientôt pour un autre événement.